Bonjour à tous, chers économistes, mesdames et messieurs, membres de la commission, bienvenue. Je me présente Valérie Poulain, présidente de la section montréalaise de l'Association des économistes québécois. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir M. Luc Godbout, professeur titulaire et directeur du département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke, mais aussi président de la commission d'examen sur la fiscalité québécoise. Nous sommes très heureux que M. Godbout ait accepté notre invitation, et ce seulement quelques jours après la publication du rapport final de la Commission. Il s'agit d'un rapport exhaustif, rigoureux et clair. Et comme il a été mentionné dans le communiqué émis par l'Association des économistes québécois, il nous donne des pistes de réflexion qui méritent d'être analysées à leur juste valeur et avec le souci du bien commun de l'ensemble des citoyens. Et ce rapport fait encore couler beaucoup d'encre, surtout à la veille du dépôt du budget du Québec. Alors, sans plus tarder, parce que je sais que vous avez beaucoup de questions, M. Godbout nous fera une présentation d'une trentaine de minutes et après, on aura une trentaine de minutes pour échanger et poser nos propres questions. Pour votre information, vous avez des micros devant vous. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton tout au bas et le micro sera à vous. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir notre conférencier, M. Luc Godbout. Eh bien, bonjour. Merci d'être là en ce matin d'hiver encore. On est bien content d'être ici. Je suis accompagné de 5 des 7 commissaires qui m'accompagnaient dans cette aventure. Jean-Pierre Vidal, Yves Saint-Maurice, Pierre-Carl Michaud, Carole Vincent et Dana Hadès-Blandy. Alors, les autres sont occupés à autre chose aujourd'hui. Mais quand même, ils vont pouvoir m'aider éventuellement à répondre à vos questions une fois que la présentation sera terminée. C'est la même présentation qui a été faite lors du huis clos de la semaine dernière, mais évidemment, ce ne sera pas nécessairement les mêmes mots qui seront utilisés. L'autre fois, c'était pour les journalistes. Donc, c'est un rapport unanime, c'est important de le souligner. Donc, nous étions 8, nous avons travaillé fort, nous vous proposons une réforme majeure et nous vous proposons surtout un équilibre, un rapport unanime. Le document est en 6 volumes, donc si vous allez sur le site Internet, vous allez voir chacun des 6 volumes a son rôle à jouer qui passe des audiences publiques à l'état de la situation jusqu'à la manière dont nous voulons formuler nos recommandations. D'entrée de jeu, peut-être vous parler un peu des objectifs qu'on avait ciblés au début du mandat, mais qui est clairement en lien avec le mandat que le gouvernement nous avait soumis. Donc, favoriser la croissance économique et l'augmentation du niveau de vie, stimuler les investissements des entreprises, inciter au travail, encourager l'épargne personnelle, s'inscrire dans la logique du développement durable, percevoir tous nos revenus, ça veut dire lutter contre l'érosion de l'assiette fiscale, adapter notre fiscalité à une société qui est en évolution, et le tout, bien évidemment, en s'assurant d'une redistribution équitable de la richesse collective et d'assurer un soutien adéquat aux plus démunis. Donc, le champ est vaste, ce qui nous a permis de faire tout ce que nous voulions. C'est une réforme qui est majeure, je vous l'ai dit, mais c'est une réforme également qui est modulée dans le temps. Il y avait des choses qu'on pouvait appeler des resserrements immédiats. Des resserrements immédiats, d'ailleurs, qui ont été soumis au ministre dans le cadre de notre rapport intérimaire du 31 octobre et qui ont servi en partie au point sur la situation économique et financière de décembre dernier. Après ça, il y avait des recommandations à court terme qui constituent l'essentiel de notre rapport et également des recommandations qui sont modulées dans le temps de nature moyen et long terme. C'est une fiscalité qui s'adapte au nouveau défi, donc on a des réponses ou on a des pistes de solutions à explorer du côté du commerce électronique, notamment. Et c'est comme on l'a dit depuis le début, en bout de piste, c'est une réforme qui cherche à améliorer le niveau de vie de l'ensemble des Québécois. Comment? Par éventuellement un redosage des impôts, un meilleur équilibre des impôts entre les impôts plus dommageables et les impôts moins dommageables. On n'a pas la prétention d'avoir écrit le prochain budget du Québec, c'était pas notre demande, c'était pas d'ailleurs la demande qui était faite, mais on sait que ce qu'il y a dans notre rapport va constituer un guide pour les actions gouvernementales à court, moyen et long terme.
Rapidement, un constat qu'on a dû faire en analysant la situation de la fiscalité au Québec, c'est d'une part, on a la fiscalité mesurée fédérale, provinciale, municipale, cotisation sociale, en proportion du PIB. On a une fiscalité qui est élevée, qui est plus élevée que dans le reste du Canada, qui est plus élevée qu'aux États-Unis, mais qui est plus élevée que la moyenne des pays de l'OCDE également. Donc, rapidement, on en est venu à la conclusion, la réforme que nous allons faire ne doit pas conduire à augmenter le poids de la fiscalité dans l'économie. L'autre élément, c'est quand on a regardé l'état des finances publiques, quand on a regardé qu'au Québec, finalement, la récession a somme toute été modeste en 2008, mais que depuis 6 ans, on peine à retrouver l'équilibre budgétaire, on a dit on ne peut pas non plus faire une réforme qu'on va aller livrer au ministre des Finances, on va lui dire la réforme est bien belle, tout ça, mais avec la réforme, il vous manque 2 milliards de revenus. Donc, on ne voulait pas aggraver le poids de la fiscalité, on ne voulait pas aggraver l'état des finances publiques, on a donc proposé une réforme qu'on a appelée à coût nul. Ça veut dire que par grand bloc, la réforme se finance. Par grand bloc, ça veut dire que le poids de la fiscalité est inchangé, on maintient la capacité d'agir de l'État québécois et on a fait cette réforme à coût nul-là avec une double contrainte. Elle est à coût nul du côté des particuliers, puis elle est à coût nul du côté des sociétés. Ce qui veut dire que chaque geste qu'on pose du côté des particuliers permet, avec d'autres gestes de compenser, d'aller chercher autant d'argent du côté des particuliers. Même chose pour les sociétés. Il n'y a donc pas d'interfinancement. On ne fait pas des augmentations d'impôts des sociétés pour faire des baisses d'impôts particuliers ou vice-versa. Bon. Vous êtes des économistes. Rapidement, on va montrer les chiffres qui partent de la réforme. La réforme est donc à coût nul pour le gouvernement, donc le budget reste dans la même situation. Par contre, avec les gestes que nous proposons de faire, ce qu'on va vous présenter dans quelques minutes, on a un impact de 2 milliards sur le PIB de valeur ajoutée. On a un impact de 600 millions sur le revenu disponible des ménages, 600 millions sur l'investissement privé et à terme, la création de 20 000 emplois. C'est calculé à partir du modèle d'équilibre général du ministère des Finances. On aurait pu le calculer autrement. Les études de l'OCDE, lorsqu'on parle d'un redosage des impôts d'une même amplitude que le nôtre, mesurent des effets beaucoup plus grands sur le PIB par habitant. On a pris l'approche la plus conservatrice et on a gardé le modèle d'équilibre général qui arrive à ces résultats-là. En parallèle à ça, on a demandé également de calculer l'effet que la réforme aurait sur le coefficient Gini. Ce qu'on a dit, est-ce qu'en faisant ça, on aggrave les inégalités au Québec? Et la réponse est non. Donc, on préserve la distribution des revenus qui est plus équitable dans la société québécoise. Pour mesurer l'effet de la réforme, on l'a comparé avec le même modèle d'équilibre général à l'effet qu'aurait à la place une baisse d'impôt d'1 milliard. Alors, sur le plan de l'impact sur le PIB, notre réforme, même si elle est à coût nul, en rebrassant les modes de taxation, a un effet plus grand sur le PIB qu'une baisse d'impôt d'1 milliard. Sur l'investissement privé, c'est la même chose, et sur la création d'emplois, c'est la même chose. Évidemment, sur le revenu disponible des ménages, faire une baisse d'impôt d'1 milliard leur donne plus d'argent que faire une réforme à coût nul. Ça, nous ne le contestons pas. Mais sur les paramètres de nature PIB, emploi, les effets sont plus grands lorsqu'on les compare à une baisse d'impôt d'1 milliard. Une grande partie du redosage des impôts que nous proposons part de cette idée que certains impôts sont plus dommageables que d'autres à la croissance économique. On n'a pas mis le bâtonnet de la taxe sur le capital, puisque la taxe sur le capital a été abolie, mais la taxe sur le capital aura un bâton avec un montant plus élevé. Donc, en 2 mots, ce qu'on doit en retenir, aller chercher $1 de plus en impôt sur le revenu au Québec, à terme, ça grève la croissance économique ou le PIB de 72 sous. Alors que de faire le même dollar de revenu additionnel au Québec par la TVQ aurait un impact de 43 sous sur le PIB à terme au lieu de 72. C'est ce qui motive l'idée de redoser les impôts dans la réforme. Évidemment, ce qui motive également l'idée de redoser les impôts dans la réforme au Québec, c'est que l'impôt sur le revenu est plus dommageable, mais nous, on surutilise l'impôt sur le revenu au Québec. Donc, nous sommes à 13% du PIB en matière d'impôt sur le revenu fédéral-provincial combiné. Lorsqu'on se compare à la moyenne des pays de l'OCDE, nous sommes 60% plus grands utilisateurs de l'impôt sur le revenu en proportion de l'économie que la moyenne des pays de l'OCDE. Nous sommes plus grands utilisateurs que le Canada sans le Québec et
plus grands utilisateurs que les États-Unis. Une fois la réforme proposée, nous allons encore avoir comme principale source de recette fiscale l'impôt sur le revenu, mais on va réduire notre dépendance à cet impôt-là. Si nous appliquons le système d'imposition des autres provinces canadiennes au Québec, prenons le cas de l'Ontario par exemple, en appliquant le modèle d'imposition des revenus de l'Ontario, nous aurions 6,5 milliards de recettes fiscales en moins qu'en appliquant le système québécois aux Québécois. Et lorsqu'on regarde, on décortique un peu ces données-là, puis on dit qui parmi les Québécois contribue à ce 6,5 milliards de plus avec notre impôt sur le revenu, c'est essentiellement des gens qui gagnent entre 30 et 100 000 $. Donc, par rapport à l'Ontario, il y a un écart de 6,5 milliards de recettes fiscales en termes de fardeau de la fiscalité, puis il est principalement généré par des gens entre 30 et 100 000 $. Notre réforme de la fiscalité en matière de réduction du poids de l'impôt sur le revenu, c'est une baisse généralisée. Donc, tout le monde va payer moins d'impôt sur le revenu avec la réforme que nous proposons. On y va essentiellement avec 3 axes. L'abolition de la contribution santé. La contribution santé, aujourd'hui, n'a aucun lien avec l'utilisation que le contribuable fait en matière de santé. Donc, on utilise peu ou beaucoup la santé, on paye la même contribution santé. Puis la contribution santé n'a aucun lien avec le coût des services de santé au Québec. Les coûts de services de santé peuvent augmenter, la contribution santé reste la même. Donc, on a dit que cette mesure-là n'a pas sa raison d'être. On propose donc l'abolition immédiate de la contribution santé. Du côté de l'impôt sur le revenu, on s'aperçoit qu'au Québec, quelqu'un qui gagne 14 281 $ de revenus de travail, même s'il est sous le seuil de la pauvreté pour une personne seule, commence à payer de l'impôt sur le revenu. On repousse le moment où l'impôt sur le revenu devient payable en augmentant le montant personnel de base montant personnel de base jusqu'à 18 000 $. Et ça, c'est un montant qui est au-dessus du seuil de la pauvreté, donc on exempte des gens à l'impôt sur le revenu de manière plus grande qu'actuellement. Du côté du barème, lorsqu'on a fait nos forums citoyens, lorsqu'on a fait nos audiences publiques, on a dit, souvent on se faisait dire, il n'y a pas assez de taux dans le barème d'imposition pour rendre le barème plus progressif. Bon, il y a des modes un peu là-dedans, on est passé de 20 taux au début des années 80 à 3 taux, là on est rendu à 4. Nous on propose de le ramener à 9, on dit, avec le système informatique maintenant qui est 3, 4, 5, 8 taux, ça n'entraîne pas vraiment une réelle complexité accrue. Donc on passe à 9 taux d'imposition. Ce qui est important de souligner dans le passage de 4 à 9 taux, c'est que les taux les plus bas sont plus bas qu'actuellement, puis le taux le plus haut est le même niveau qu'actuellement. Il arrive à 150 000 $. Le taux n'est pas changé de 49,97. Il commence à s'appliquer au-delà de 150 000 $. Malgré tout, considérant que c'est des taux marginaux, tout le monde profite de baisse d'imposition. Donc, on constate que l'ensemble des gestes posés à l'impôt sur le revenu des particuliers, on est à 4,4 milliards $. Évidemment, il faut les financer sur une réforme à coût nul. Donc, pour financer la baisse d'imposition généralisée de 4,4 milliards, le premier élément qui ressort des tendances en matière de fiscalité, c'est faire le ménage dans les mesures fiscales qui existent. Donc, pour les mesures fiscales qui existent au niveau des particuliers, il y en a à peu près 160 du côté de l'impôt sur le revenu, puis une cinquantaine du côté des taxes à la consommation. Nous, on propose la révision de ces mesures-là, et ça finance 25 % de la réforme de l'impôt sur le revenu. 25 % de la réforme de l'impôt sur le revenu se finance en faisant le ménage des mesures fiscales qui existent. On propose l'abolition d'une trentaine de dépenses fiscales et le resserrement ou la modification d'une quarantaine, des paramètres d'une quarantaine d'autres. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, le déplacement des modes d'imposition plus dommageables, l'impôt sur le revenu, vers des modes d'imposition moins dommageables, taxes à la consommation et tarification. Du côté des modes d'imposition, du côté des taxes à la consommation, pardon, propose de faire passer la TVQ à 11 %. Elle est actuellement de 10 %. On propose de le faire passer à 11 %. Les taxes sur les primes d'assurance, d'avoir le même taux de 11 % également. Et d'ajouter certaines taxes spécifiques sur notamment la bière, l'essence et la cigarette. Bon, c'est l'idée du redosage de ce côté-là. Évidemment, les gens nous ont posé la question, pourquoi juste un point à la TVQ?
Ben, parce que ça donne que lorsqu'on compare le Québec avec les autres provinces canadiennes, on surutilise l'impôt sur le revenu, on surutilise les taxes à consommation, on surutilise à peu près tous les modes d'imposition. C'est sûr que ça limite le redosage qu'on peut faire quand on est déjà surutilisé partout. Alors donc, on s'est limité à 1 point parce qu'on considérait que le 1 point, ça donnait un écart de taux d'imposition aux taxes à la consommation avec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, un écart de 3 points une fois la réforme mise en œuvre. C'était une limite qui était acceptable, surtout lorsqu'on se comparait avec les pays européens, non pas sur le taux de la taxe avec les pays européens, mais sur, en Europe, quels sont les écarts de taux que nous observons entre des pays limitrophes. Il y a des cas d'exception où il y a 12 points d'écart, mais souvent, c'est 2, 3, 4 points d'écart entre les États européens. Donc, c'est ça. Du côté de la tarification, on a essentiellement regardé 2 points. On avait reçu le mandat de regarder les services de garde à contribution réduite. Donc, on a fait une proposition au gouvernement qui consistait à aller à un tarif uniforme de 35 $ par jour, jumelé à un crédit d'impôt remboursable majoré. Et ça leur aurait fait en sorte 2 choses. On aurait maximisé la déduction fédérale en allant chercher des tarifs à 35 $ plutôt qu'à 7,30 $. Les gens auraient pu déduire, les familles, une déduction plus grande d'Ottawa. Et en mettant un crédit d'impôt québécois majoré et remboursable, on aurait réduit le coût net de garde pour une majorité de familles. Donc ça nous permettait d'aller chercher un 101 millions additionnel par rapport à la réforme annoncée par le gouvernement. L'autre élément, du côté de la tarification, c'est les tarifs électriques. Du côté des tarifs électriques, on propose essentiellement 2 choses. Il y a le tarif qu'on appelle patrimonial. On propose de l'augmenter de 8 dixièmes de cent, de 4 cinquièmes de cent, mais de moins d'1 cent. Et donc, on propose d'augmenter le bloc patrimonial donc pour tout kilowattheure consommé. Et le deuxième élément qu'on propose, on propose l'ajout. Actuellement, les tarifs électriques, le premier 30 kWh par jour bénéficie d'un tarif plus bas. Au-delà de 30 kWh par jour, on a un tarif plus élevé. Nous, on propose de rajouter un tarif plus élevé, passer 80 kWh par jour. Et donc, 80 kWh par jour, c'est de la grande consommation. Et c'est ce que nous proposons. On peut le mettre directement dans la grille tarifaire, il faut passer par la régie, ou on peut le mettre par le biais d'une taxe à la surconsommation qui s'appliquerait lorsque les gens consomment plus de 80 kWh par jour. Les deux mis ensemble, le 8 dixièmes de cent, le kilowattheure plus la taxe à la surconsommation, fera en sorte que, selon les calculs d'Hydro-Québec, pour un 5,5 en moyenne par année, on parle de 108 $. Pour les grandes maisons, mais la surtaxe n'est pas basée sur la grandeur de la maison, elle est basée sur la quantité de kilowattheures consommés. On parle de un peu moins de 700 $. Mais on voit quand même que le changement proposé sera en lien avec la consommation, clairement. La taxe à la surconsommation ne s'applique pas pour un 5,5 pour une petite en moyenne, puis pour une petite maison, c'est 8 $ par année qui est question, alors qu'on est environ à 300 $ pour les grandes maisons en termes d'effet de la seule taxe à la surconsommation. Bon. Ça, c'est la manière de financer la baisse d'impôt sur le revenu. Du côté d'autres changements à l'impôt sur le revenu, on en a envoyé une trentaine de mesures, puis travaillé sur une quarantaine d'autres. On ne s'est pas amusé d'en créer autant de mesures qu'on abolissait. On en crée 2 mesures fiscales. Une mesure fiscale que nous baptisons le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal vient contrer quelque chose qui existe et qui est connu au Québec depuis longtemps. C'est la problématique des taux marginaux implicites d'imposition élevés. Élevés dans des situations, familles monoparentales ou biparentales, autour de 40 000. Vraiment, le poids de la fiscalité pour eux n'est pas élevé, mais le poids de la fiscalité sur une augmentation de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $ de revenus est élevé. Donc, c'est ça le taux implicite d'imposition, c'est aller chercher 1 000, 2 000, 4 000 de plus. L'État s'accapare de beaucoup du gain additionnel. Actuellement, au Québec seulement, une famille de 41 000 $ qui va chercher 1 000 $ de plus en revenu familial, Québec seulement, il ponctionne sur le 1 613 $. Le fédéral n'a pas encore fait son œuvre, là. Juste Québec. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre un bouclier pour dire, si votre revenu de travail s'accroît, votre revenu familial de travail s'accroît cette année par rapport à l'année passée, c'est sûr que sur le revenu de travail qui va s'accroître, vous allez payer de l'impôt sur le revenu de plus,
comme tout le monde. Vous allez payer des cotisations sociales de plus, comme tout le monde. Mais on peut s'arranger pour que les prestations gouvernementales diminuent moins vite pour vous inciter à faire augmenter votre revenu de travail. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait essentiellement, c'est jusqu'à un maximum de revenu de travail additionnel de 5 000 pour les prestations gouvernementales qui sont la prime au travail, le crédit solidarité puis le crédit pour frais de garde. Ces trois mesures-là, on va juste considérer la moitié de votre augmentation de revenu de travail pour la diminution de ces primes-là cette année. Et donc, le taux implicite serait réglé, diminué de cette façon-là. L'autre mesure qu'on propose de créer dans le contexte démographique et économique québécois actuel, lorsqu'on regarde nos taux d'emploi de 20 à 60 ans, hommes-femmes confondus par groupe d'âge séparés, hommes-femmes séparés ou confondus par groupe d'âge, c'est pour ça que nos taux d'emploi sont relativement bons. C'est quand on arrive autour de passer 55, passer 60, de 60 à 70, là, nos taux d'emploi sont vraiment plus bas que dans le reste du Canada, par exemple, et même que de certains pays, de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, on a dit c'est là-dessus qu'il faut jouer dans un contexte où le bassin de travailleurs potentiels n'est pas appelé à s'accroître pour les 20 prochaines années. Si on veut qu'il y ait de plus en plus d'emplois au Québec, il faudra trouver une mesure incitative pour les gens qui ont 60 ans et plus. Donc, ce que nous proposons, c'est une prime aux travailleurs d'expérience. Les personnes âgées de 60 ans ou plus, le premier 5 000 de revenus de travail qu'ils vont chercher ne donnerait pas droit à la prime. Par la suite, la prime fera en sorte que si vous gagnez 15 000 de revenus de travail et que vous avez entre 60 et 64 ans, vous recevrez une prime de 1 500 $, puis passé 30 000 de revenus de travail, la prime décroît. Donc, il y a comme un plateau entre 15 et 30 000, tout le monde reçoit 1 500 $, puis passé ça, la prime décroît. Évidemment, la prime décroît pour qu'un professeur d'université de 62 ans n'ait pas la prime pour aller travailler, ce qu'il ferait de toute façon. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Et on fait la même chose pour les gens de 65 ans et plus. Cette fois-ci, la prime maximale, au lieu d'être de 1 500 $, elle atteindrait 2 500 $. Donc, on pense que c'est une mesure qui peut avoir des effets bénéfiques sur la création d'emplois. Et lorsqu'on a fait au départ les gains associés à la réforme, puis on a parlé de 20 000 emplois, ça ne comprenait pas cette mesure-là parce que la mesure est trop technique pour être intégrée dans le modèle d'équilibre général. Bon, un autre exemple de changement qu'on a fait, donc là, on n'a pas bonifié nécessairement la mesure, on ne l'a pas resserrée. On a fait une réforme à coût nul à l'intérieur d'une seule mesure fiscale. Donc, on parle du soutien aux enfants. Le soutien aux enfants coûte à peu près 2,2 milliards de dollars au Québec comme programme. Donc, c'est un programme essentiellement d'allocation familiale qui existe, qui est là. Nous, en gros, ce qu'on propose comme changement, si vous avez 2 enfants, vous avez droit à un soutien aux enfants de 3 600 $ par année qui diminue passé 47 000 $ et rendu autour de 110 000 $, vous avez un plateau, tout le monde reçoit 1 300 $. Bon, j'exagérais si je disais tout le monde est venu nous dire « j'ai trop d'argent, enlevez-moi le chèque universel à la fin ». Mais certains ont quand même dit « je ne comprends pas qu'avec un revenu familial de tant d'argent qu'on reçoit encore, un petit chèque qui arrive à tous les mois comme ça ». Donc, ce qu'on a fait comme changement, à coût nul, parce que le programme va toujours coûter 2,2 milliards à la fin. Au lieu que le chèque commence à diminuer à 47 000, on repousse le moment où il est réduit à 50 000. Au lieu qu'il réduise à 4 %, on fait réduire le chèque à 3 %. Donc, indirectement, on joue un peu aussi sur les taux implicites d'imposition, en enlevant un petit point d'imposition de cette façon-là. Par contre, on enlève l'universalité à la fin, ce qui fait en sorte que les familles entre 47 et 125 000 $ reçoivent plus que maintenant. Les familles au-delà de 125 000 jusqu'à à peu près 170 reçoivent moins, puis passé 170, les familles reçoivent plus de soutien aux enfants. Donc ça, c'est une autre proposition que nous faisons. Évidemment, plus de taxes à la consommation, moins d'impôts sur le revenu. Le premier élément qui nous vient, c'est que ça va être moins équitable, ça va être plus régressif. Donc, on bonifie le crédit pour la solidarité qui compense. Une de ses composantes, c'est de compenser pour les taxes à la consommation. Donc, on y met 310 millions de ce côté-là. Par la suite, je reviens sur des mesures qu'on a déjà faites. On hausse le seuil à partir duquel débute l'imposition. On rajoute des barèmes. On a également, je ne vous en ai pas parlé, mais modifié la prime au travail, créer une prime aux travailleurs d'expérience, éliminer des mesures préférentielles qui, bien souvent, profitent au mieux nantis. Tout ça pour dire qu'on peut avancer sans gêne que
l'équité est mieux prise en compte après qu'avant la réforme fiscale. Si on compare, tantôt je vous ai dit avec l'Ontario, on a 6,5 milliards d'écart de fardeau fiscal. Si le gouvernement met en œuvre la réforme que nous proposons, on réduit de moitié l'écart de fardeau fiscal à l'impôt sur le revenu avec l'Ontario. On accroît l'écart de fardeau fiscal et aux taxes à la consommation avec l'Ontario. Ça, on ne cachera pas ça. Là. Mais on pense que si on fait le choix d'avoir plus de fiscalité, on est mieux de l'avoir par des impôts qui sont moins dommageables que d'autres. Donc, à l'impôt sur le revenu, on réduit de moitié l'écart de fardeau fiscal avec l'Ontario. Si on se compare à la moyenne canadienne, on réduit à peu près à néant l'écart qui existerait avec l'ensemble de la moyenne des fardeaux fiscaux des autres provinces canadiennes. Bon, à qui ça profite? Du côté, là, on a essayé, dans le rapport, tous les cas en haut de famille sont clairement illustrés, puis on voit bien ce qu'on fait. Ici, on a essayé de synthétiser une seule image. Peut-être que le résultat n'est pas super réussi, mais on synthétise une seule image. L'effet que la réforme a pour des personnes seules, couple sans enfants, famille mono, famille avec 2 enfants, couple de personnes âgées. Et ce qu'on tient compte ici, c'est les changements à l'impôt sur le revenu, les principaux changements à l'impôt sur le revenu, l'abolition de la contribution santé, donc les nouvelles mesures, crédit solidarité, prime aux travailleurs d'expérience, etc. Et on tient compte de la hausse de la TVQ. Ce que nous ne tenons pas compte dans ce tableau-là, les taxes sur les cigarettes, les taxes sur l'essence, évidemment, les taxes sur la bière, parce que c'est difficile de poser des hypothèses pour chacune de ces situations-là, sur cette consommation-là. On ne tient pas compte non plus des changements aux tarifs électriques, parce qu'encore une fois, c'est pas qu'on ne peut pas le faire, mais ça prendrait des hypothèses pour chacune des situations de famille, pour chacune des situations de revenus. Donc, ce n'est pas mis là. Cependant, on sait que, par exemple, le tarif électrique, on parle de entre 108 et 700 $ de changement proposé. On dit que les principaux gagnants sont entre 40 et 100 000 en majoration de leur revenu gagné. Donc, ce n'est pas tout à fait le revenu disponible, mais le revenu de base gagné serait majoré suite au changement de pourcentage qui oscille bien souvent entre 1 et 2 %. Donc, pour une famille avec 2 jeunes enfants, ça peut parler d'une baisse d'impôt qui comprend la hausse de la TVQ de 2 000 $. Si nous allons voir du côté de l'impôt sur le revenu des sociétés, donc, vous avez compris la logique, c'est la même logique qui s'applique du côté des sociétés. Pour être capable de réduire l'impôt des sociétés d'1,6 milliard, il faut aller chercher auprès des sociétés 1,6 milliard différemment. On le fait en révisant les dépenses fiscales pour 1,1 milliard, puis on le fait avec le tarif d'électricité, le 8/10 de cent patrimonial, ça s'appliquerait également à la tarification des sociétés. La taxe à la surconsommation, ça ne s'appliquera pas aux sociétés. Le 80 kW par jour, ça ne s'appliquera pas, mais le 8/10 de cent s'appliquerait également aux sociétés. Les deux mesures font en sorte qu'on peut faire une baisse d'impôt de 1,6 milliard pour les sociétés. Évidemment, là, la balle est rendue publique. Si toutes les sociétés ne veulent pas perdre le crédit d'impôt, bien, on va rester avec une réforme qui n'aura pas 1,6 milliard de baisse d'impôt de manière générale. Ça va être ça, sans doute, la discussion. Si on va voir du côté de la compétitivité des taux d'imposition sur le revenu des sociétés, faut faire attention parce qu'on vit au Québec souvent, on dit « Ah, aux sociétés, il n'y a pas de problème, on a des taux super compétitifs. » C'est vrai, c'était vrai, il y a 15 ans. Donc, au Québec, on avait le taux le plus bas d'impôt général sur les sociétés en 2000, le plus bas de toutes les provinces canadiennes. Depuis ce temps, on est la seule province qui a augmenté son taux général d'imposition sur les sociétés, pendant que les autres provinces, soit le baissaient, soit le maintenaient inchangé. Pourquoi on a augmenté notre taux d'imposition des sociétés? Bien, parce qu'on a voulu abolir la taxe capital, puis on n'avait pas d'argent. Donc, on a refait un dosage dans les années 2000 à l'impôt des sociétés. On a dit on va abolir la taxe capital pour augmenter l'impôt sur les profits. On est la seule province à avoir fait ça parce qu'on était dépendant de la taxe capital. Donc, à ce jour, on est plus élevé maintenant que l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. On propose de ramener le taux d'imposition à 10 %. Ça concorde aussi avec... Pierre Fortin avait fait un groupe de travail sur l'investissement des entreprises en 2007-2008. Il arrivait également à proposer un taux de 10 en lieu et place d'un crédit d'impôt à l'investissement. Donc, c'est un peu là-dessus que nous arrivons également. Du côté des sociétés, des PME,
on a encore le taux d'imposition le plus élevé pour les PME. On l'avait en 2000, puis on l'a encore aujourd'hui. Bon, si on a regardé un peu les travaux du côté de l'OCDE, puis c'est moins clair qu'il faut avoir un taux bas pour les PME. Si on avait juste une pièce de baisse d'impôt à faire, on est mieux de le mettre à l'impôt général des sociétés que de le mettre pour les PME. Ceci étant dit, on est bien conscient que dans l'environnement canadien, les autres provinces ont toutes un taux plus bas pour les PME, puis que ça serait envoyé un drôle de signal de dire qu'il n'y a plus de taux plus bas pour les PME. Donc, ce qu'on a proposé, actuellement, le taux de 8 % ça veut dire que c'est le taux général qui s'applique, puis il y a une réduction pour le premier 500 000 de revenus pour les PME. Ce que nous, on propose, c'est une prime à la croissance. La prime à la croissance s'appliquerait non pas à partir du premier dollar de revenu imposable des PME, mais s'appliquerait à partir de 100 000 jusqu'à 500 000 et ça nous permettrait d'abaisser le taux marginal dans la zone entre 100 et 100 000 à 4 %. Donc, nous, ce qu'on dit aux PME, on veut vous inciter à croître, tomber, basculer dans la zone payante entre 100 et 500 000, puis vous allez avoir un taux de seulement 4 % marginal sur ces profits-là. Donc, c'est le pari que nous faisons de ce côté-là. Et je vais vous amener à une autre proposition dans quelques instants concernant la baisse de la taxe sur la masse salariale qui profite également aux PME. Quand on prend les deux mesures, baisse à autour de 10 % général, puis prime à la croissance, on élimine notre écart de fardeau fiscal à l'impôt sur le revenu des sociétés de cette manière-là. Bon, il nous reste la taxe sur le capital dont je vous promettais de vous parler. La taxe sur le capital, la taxe sur la masse salariale, pardon, des sociétés, c'est le FSS, se distingue. Premièrement, dans les taxes sur la masse salariale, il y a seulement 4 provinces qui appliquent une taxe sur la masse salariale. Le Québec en fait partie. Le Québec en fait partie avec des taux plus élevés et en fait partie avec le fait qu'on n'a pas d'exemption, contrairement aux autres provinces. Les autres provinces, c'est au-delà d'un certain seuil de masse salariale, vous commencez à payer la taxe. Nous, c'est dès le premier dollar de salaire versé, la taxe s'applique. Allez jusqu'au 31 décembre dernier, les taux variaient de 2,7 % pour les PME à 4,26 % pour les grandes entreprises. Donc, nous, ce qu'on propose, puis là, à partir du 1er janvier, le ministre des Finances a réduit déjà le 2,7 pour les PME, mais il l'a réduit seulement pour les PME manufacturières et du secteur primaire à 1,6. Nous, on propose de faire passer de 2,7 à 1,6 pour toutes les PME de tous les secteurs d'activité. Et donc, ce faisant, ça a l'air modeste, mais c'est une réduction de 40 % de la taxe sur la masse salariale des PME. Donc, quelqu'un qui payait 1 000 $ de taxe sur la masse salariale va en payer 40 % de moins avec ce que nous proposons. Donc, ça reste significatif. Je reviens ici sur un élément qu'évidemment, pour faire ces baisses d'impôts-là, puisque c'est à coût nul, il faut faire des changements. Si on ne fait plus de changements, il n'y a plus de baisse d'impôts. Donc, je vous parle 2 secondes des crédits d'impôt remboursables au Québec. Les crédits d'impôt remboursables au Québec coûtent 1,8 milliard de dollars. Les crédits d'impôt remboursables au Québec profitent à 4 % des sociétés québécoises. Il y a seulement 100 entreprises au Québec qui vont chercher 42 % du 1,8 milliard en crédit d'impôt. Quand on regarde toutes les sociétés qui bénéficient des crédits d'impôt remboursables, il y en a plus qu'une sur deux à la fin qui dit « Ah, je m'excuse, je n'ai pas d'impôt à payer. » Donc, on dit « Pas grave, on va vous envoyer le chèque. » Donc, c'est ça qu'on veut changer ici. Pas pour tout le monde. On dit les crédits d'impôt, on ne les remet pas en question à cette étape-ci. Les crédits d'impôt restent là. Les crédits d'impôt, une entreprise qui n'a pas d'impôt, puis ils restent remboursables pour les PME. Donc, nous, ce qu'on veut limiter, c'est la remboursabilité pour les grandes sociétés. On pense que pour les PME, pour une raison de liquidité, on va laisser tel quel, mais pour les grandes sociétés, si pour une année donnée ou pour une raison donnée, vous n'avez pas de profit, bien, on dit le crédit, vous ne l'avez pas perdu, mais on ne vous le remboursera pas. Vous allez le garder pour l'année prochaine, l'année suivante. Et donc, ce qu'on veut, c'est justement que ces entreprises-là soient incitées à déclarer des profits au Québec pour réclamer ces crédits d'impôt-là. On est conscient qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, donc ce qu'on propose, c'est la fin progressive de la remboursabilité de ces crédits d'impôt-là pour les grandes sociétés. Progressive, donc sur 5 ans, le temps que les entreprises s'adaptent à ce changement-là. Parmi les crédits qui sont visés là-dedans, on parle du crédit pour la recherche et développement. Au fédéral, le crédit d'impôt pour la recherche et développement, il n'est pas remboursable. Donc, au Québec, il est remboursable, mais pour les grandes sociétés, on mettra fin à cette remboursabilité-là. Quand on dit
pas remboursable, mais il peut naturellement effacer de l'impôt. Donc, actuellement, les crédits peuvent effacer l'impôt sur le revenu. Nous, on dit effacer l'impôt sur le revenu puis effacer les taxes sur la masse salariale, ça ferait partie du caractère non remboursable. Il pourrait effacer entièrement l'impôt sur le revenu et les taxes à la masse salariale. Le reste serait reporté s'ils n'ont pas d'impôt à payer. L'image qu'on a dans le rapport à cet égard-là, on dit si on refuse de faire ça, le taux général d'imposition, au lieu qu'il passe de 11,9 à 10, bien, vous êtes obligé d'arrêter le travail à moitié. Parce que si vous ne faites pas ça, ça veut dire que toutes les entreprises ne verront pas leur taux passer de 11,9 à 10, ils vont le voir passer de 11,9 à 10,9. C'est le prix à payer pour laisser la remboursabilité à 4 % d'entreprises, notamment juste les grandes, par exemple. Bon, on avait le ménage à faire dans les mesures fiscales. Il fallait les évaluer. Avant de faire le ménage, il fallait les évaluer. Il y a eu des changements en juin dernier. Le ministre des Finances avait, dans la préparation budgétaire de juin, avait fait une coupe qu'on pourrait appeler paramétrique. Tous les crédits d'impôt qui existaient, il avait enlevé 20 % de valeur. Donc, il enlevait, si le taux était de 40, il enlevait 20 %, il passait à 32. Donc, il y avait une coupure de 20 % paramétrique pour tous les crédits d'impôt. Nous, on a analysé ça. Pour une série de mesures, on a fait même des mesures qui étaient abolies, mais pour certains crédits, on les a bonifiés. Pour le crédit multimédia, après analyse, on s'est aperçu que finalement, il y avait une grande concurrence avec l'Ontario à cet égard-là, puis que finalement, on devrait bonifier le crédit. Pas le ramener plus haut qu'il était en juin, le bonifier à une zone quelque part entre ce qui prévalait avant juin et ce qui prévoit actuellement. Donc, une sorte de in-between. On est arrivé là-dedans pour le titre multimédia. Il existe 4 crédits d'impôt pour la culture, des crédits d'impôt en termes de coûts qui ne sont pas nécessairement significatifs, mais pour le secteur le sont. Donc, on propose également d'effacer la coupe paramétrique de juin dernier. Production d'enregistrement sonore, production de spectacles, doublage de films, édition du livre, c'est des mesures qu'on propose de bonifier. Il y a des crédits d'impôt, par exemple la R&D. Le crédit d'impôt a été coupé en juin dernier. Il a été resserré une deuxième fois dans la mise à jour économique de décembre. Là, on dit dans ce cas-là, le travail a déjà été fait, on n'y touche plus. Du côté d'un crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise, toujours du côté de la culture, on vit avec la coupe de juin dernier, puis on dit maintenant, on n'y touche plus. Seul petit changement qu'on fait dans ce côté-là du crédit, c'est-à-dire, ces crédits-là s'appliquent sur des salaires. On n'a dit pas de problème. Par contre, le salaire maximum sur lequel le crédit devrait s'appliquer, c'est 100 000 $. Si on décide de payer quelqu'un dans cette industrie-là 200 000 $, le crédit devrait seulement être admissible sur le premier 100 000 de salaire. Bon. Dans les mesures non reconduites à terme, crédit d'impôt à l'investissement, on dit de ne pas le prolonger au-delà de 2018. C'est dans la foulée de la baisse du taux général. Et du côté du crédit pour les affaires électroniques, on pense que le secteur est arrivé à maturité. En 2013, le ministre des Finances a prolongé le crédit en disant que ce crédit-là va s'appliquer jusqu'en 2025. On dit, bon, ben pour cette raison-là, maintenons ça jusqu'en 2025, mais ne le prolongeons pas par la suite. Parmi les mesures abolies, c'est des exemples, il y en a d'autres, mais c'est des exemples. Centres financiers internationaux, pour des raisons, on fait des analyses de retombées financières, fiscales et économiques, on ne peut pas tout maintenir les crédits. Donc, Centres financiers internationaux, on propose d'annoncer maintenant son abolition progressive. Crédit d'impôt relatif aux ressources, ça s'apparente beaucoup aux actions accréditives et donc on est les seuls qui aident 2 fois le développement des ressources. On propose d'abolir ce crédit-là lorsque la conjoncture sera favorable. Et le tournage de films au Québec, selon les analyses de retombées, ce n'est pas un crédit d'impôt qui est rentable. On dit annoncer maintenant que le crédit sera coupé. Donc, il sera coupé dans 5 ans. Puis dans 5 ans, on le couperait sur 3 ans. Donc, jusqu'en 2023, il existera un certain crédit, mais par la suite, il serait aboli. Bon, une fois qu'on a regardé les mesures fiscales des particuliers, des sociétés, on pense qu'à l'avenir, il faudrait qu'il y ait une saine gestion des mesures fiscales. Le gouvernement s'est engagé, lors de la dernière campagne électorale, à mettre ce qu'il appelait du côté des dépenses budgétaires un cran d'arrêt. On dit, nous, s'il y a un cran d'arrêt sur les dépenses budgétaires, l'homme étant ce qu'il est, peut-être qu'il faudra avoir un cran d'arrêt sur les dépenses fiscales pour pas que
tout le monde se met en file pour faire par la fiscalité ce qu'il faisait auparavant par le budgétaire. Donc, la même logique devrait s'appliquer aux mesures fiscales. Du côté des mesures fiscales, toujours, à chaque année, le ministre des Finances produit un document qui appelle les dépenses fiscales. Il nomme toutes les mesures fiscales dérogatoires qui existent au Québec. Dans la mesure du possible, il ajoute le coût à côté de ces mesures-là. Et c'est un bon document qui est produit annuellement. Le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est qu'on ne sait pas c'est quand que le document est produit. Puis on ne sait pas quand il va être sorti public. Bon, j'exagère, mais il peut ressortir un vendredi 7 juillet. C'est pas la meilleure façon d'en parler, d'en discuter. Donc nous, ce qu'on dit, c'est mettez donc ça dans la documentation budgétaire. Changez pas le document, mais mettez-le dans la documentation budgétaire. Il y a des règles parlementaires à l'Assemblée nationale. L'opposition a du temps pour poser des questions, mais si ce document-là est dans la documentation budgétaire, probablement que vous allez recevoir des questions là-dessus, puis il va y avoir une meilleure transparence ou une meilleure édition de compte de ces mesures fiscales. Tant qu'à faire ce document-là, on dit, prenez-en donc 5-6 mesures par année, puis faites-en donc une évaluation périodique. Donc, ça éviterait qu'il y ait des commissions créées périodiquement pour évaluer les mesures fiscales si vous le faites vous-même à l'intérieur de ce processus-là. Du côté des dépenses fiscales, un autre changement qu'on propose, les subventions sont de nature publique au Québec. Si on donne 2 millions de subventions à l'entreprise ABC, on va le savoir. Si on donne 2 millions en crédit d'impôt, on ne le sait pas. Donc, nous, on dit des crédits d'impôt pour les sociétés, pas pour les particuliers, évidemment. Là. Donc, on ne veut pas savoir qui a reçu des crédits d'impôt pour frais médicaux puis avoir la liste des noms, là. Mais pour les sociétés, au-delà d'un seuil, la liste des bénéficiaires devrait être connue. Du côté de la concurrence fiscale, on dit que ce sera peut-être pas mauvais que les provinces, au lieu de surenchérir à la hausse sur des crédits d'impôt, s'assoient entre elles et disent il y a peut-être un pacte de non-agression dans certains secteurs qu'on devrait faire plutôt que de faire de la surenchère. Bon, nous avançons allègrement vers le temps qui nous est imparti et vers la fin de la présentation. Du côté de l'érosion de l'assiette fiscale, évidemment, quand on parle d'évasion fiscale, c'est de l'argent qui est caché, donc il faut un peu jouer au détective. Du côté des investissements directs étrangers du Canada, on a enlevé les États-Unis comme premier bâton parce qu'ils se rendraient probablement jusqu'à moi. Puis c'est normal qu'on investisse beaucoup aux États-Unis. Mais deuxième pays au Royaume-Uni, pour des raisons historiques, c'est sans doute normal qu'il y ait beaucoup d'investissements directs étrangers du Canada là-bas. Ce pas des données québécoises, c'est des données canadiennes. Mais on arrive comme troisième pays, on va dire, oh, la Barbade. Quatrième pays, les îles Caïmans. Donc, on a mis ces données-là en lumière dans le rapport, justement pour dire peut-être qu'il faut qu'on s'interroge sur l'érosion de l'assiette fiscale. Plus modestement, dans le contexte québécois, on y va vers trois zones. La lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement. Notamment, Québec devrait se doter au ministère du Revenu d'un centre d'expertise là-dessus, un centre de savoir-faire. Il y a des problèmes en matière d'enjeux du commerce électronique. Ce pas des problèmes québécois, des problèmes planétaires, mais il faut trouver des solutions également à ça. Donc, il faut avoir les yeux rivés vers ce que veut faire l'OCDE. Il faut regarder les problématiques qu'on a à l'intérieur du Canada, où une entreprise de l'Alberta qui n'a pas de place d'affaires en Ontario, vend à l'Ontario, va quand même percevoir la TVH, qui comprend la TVQ, qui comprend la TPS et la taxe de vente de l'Ontario. Mais s'il vend à une entreprise québécoise, il va percevoir seulement la TPS. Donc, il y a des enjeux de cette nature-là à discuter à l'intérieur du Canada. Puis, évidemment, il y a l'encadrement de problèmes techniques à l'égard de fiducie, où il est possible de délocaliser des revenus qui devraient être imposables au Québec dans d'autres juridictions, notamment dans d'autres provinces canadiennes. Et on propose de mieux encadrer ces éléments-là de planification. Notre réforme s'inscrit dans la logique du développement durable, du côté de mieux utiliser nos ressources énergétiques. On a parlé d'augmenter les tarifs électriques, on a parlé d'augmenter les taxes sur l'essence. C'est deux mesures qui rentrent dans le redosage des impôts d'une part, mais qui rentrent aussi dans la logique du développement durable. Là, on a commencé à se faire dire « Ouais, mais Hydro-Québec, c'est une énergie verte. » Oui, mais ce n'est pas une raison pour gaspiller l'énergie. Donc, on peut quand même faire du développement durable, même si c'est une énergie verte. Ce que les Québécois vont économiser va pouvoir être vendu à l'étranger, et donc ça va servir aussi à enlever des énergies polluantes ailleurs. Puis on est évidemment pour le principe d'intégrer mieux l'éco-fiscalité dans la fiscalité québécoise.
lorsque j'ai présenté ça au ministre, j'ai dit maintenant, ça c'est tout du court terme, on va parler maintenant du moyen terme. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de court terme quand même. La bouchée était grosse. Donc, dans le moyen terme, on va aller beaucoup plus vite. Évidemment, il y a une seule acétate. Périodiquement, il revient toujours l'idée de... Là, on revient à particulier société. Il y avait toujours l'idée d'imposer davantage le gain en capital. Nous, on rentre dans cette logique-là d'imposer plus le gain en capital, donc d'éliminer l'inclusion partielle. Par contre, on dit qu'il faut le faire de manière coordonnée. Donc, si on fait ça du côté de l'inclusion du gain en capital, on pourrait aussi revoir, actuellement, les résidences principales, il n'y a aucune imposition. Nous, on dit qu'il faut que ça reste comme ça, aucune imposition. Mais des fois, il y a des gains peut-être excessifs du côté des résidences principales. Un gain de 9 millions sur la vente d'une maison, est-ce qu'on veut vraiment exempter en totalité ce gain-là, ou mettre un plafond? Donc, c'est ce qui nous a motivés là. Également, il y a des mesures d'exonération cumulative du gain en capital pour les PME et les biens agricoles et de pêche. On dit que quand ces gens-là vendent à la fin de leur vie, leur entreprise, ils ont droit actuellement à 800 000 pour une PME de gain en capital pas imposable. Puis on dit, bon, c'est pour les préparer à la retraite. Nous, ce qu'on dit, si c'est pour préparer à la retraite, on reprend une idée de Jack Mintz de 96, vous devriez enlever l'exo de gain en capital puis permettre de prendre une partie du fruit de la vente de l'entreprise et de le mettre dans le REER. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a avec ça. Ce qu'il faut retenir, si on dit que c'est du moyen terme, c'est parce qu'on pense que Québec ne devrait pas faire cavalier seul là-dedans. Lorsque Québec a essayé de changer l'imposition du gain en capital tout seul, on a vu rapidement que les gens se mobilisaient ou menaçaient de délocaliser leurs gains. Donc, on pense que ça doit se faire dans un contexte canadien, en concertation avec les autres provinces. En ce qui concerne une réflexion à plus long terme, on pense de poursuivre, dans le fond, cette réflexion-là sur la mise en place d'un système d'imposition qu'on a baptisé système d'imposition à 2 volets, qui s'appelle ailleurs dans le monde le Dual Income Tax, qui a pour effet de maintenir une progressivité de l'imposition sur le revenu de travail et de pension et d'offrir un impôt proportionnel sur tout le revenu de capital. Ça s'applique dans les pays scandinaves. Ici, au Canada, on commence à en entendre parler. Jack Mintz en a parlé il y a quelques années en disant que ça serait bien d'appliquer ça. Et plus récemment, Kevin Milligan a produit un texte pour le Conference Board. CDR en disant si on faisait une réforme de la fiscalité canadienne, il faudrait vraiment réfléchir à cette notion de dual income tax. Donc, on pense qu'il faut poursuivre la réflexion là-dessus. Puis évidemment, on ne pense pas que Québec devrait faire ça, ni rapidement, ni tout seul. Bon, ça terminerait ainsi la présentation. Vous m'avez donné 30 minutes, j'en ai pris 31 et demi, mais qui incluait le mot de présentation, donc je pense que je serais... c'est une réforme à coût nul, c'est ça qu'il faut retenir. Si on fait le choix d'avoir une fiscalité plus élevée ici, on doit faire le choix d'avoir une fiscalité plus efficace. Et en faisant le ménage des mesures fiscales, en recourant davantage aux impôts qui sont moins dommageables, on n'est pas capable de faire des gains d'efficacité qui créent 2 milliards de valeur ajoutée, qui créent 20 000 emplois, compte tenu que la croissance économique est appelée à être modeste dans les prochaines années, compte tenu que les gains d'emploi sont appelés à ne pas croître fortement comme on l'a connu par le passé. On pense que c'est ces gains d'efficacité-là qu'il faut mettre de l'avant. Puis on va prendre tout ce qui passe pour favoriser la croissance économique au Québec, le tout en protégeant également nos démunis. Donc on pense que c'est une réforme qu'on n'a pas les moyens de se priver. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Goldou. Maintenant, je pense qu'on va passer à quelques questions, à une discussion. On a une superbe salle. Et d'ailleurs, merci à la Banque nationale. Je pense qu'on a un format parfait pour une discussion. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez le micro devant vous, le petit piton avec des ondes. Ça ouvre votre micro. Qui veut commencer? Ici. C'est moi? Oui, d'abord, un grand merci. Je pense que le rapport est une œuvre pédagogique aussi exceptionnelle. J'ai parlé à beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils comprenaient un peu mieux le régime fiscal après avoir lu certains éléments du rapport. Et donc, je pense que c'est un travail rigoureux. Puis, évidemment, le fait qu'on s'impose une réforme à coût nul,
ça implique que l'impact, évidemment, est un peu limité, parce que on ne peut pas à la fois, il devient plus efficace, mais le gain d'efficacité reste relativement faible, enfin, dans mon esprit. Par exemple, je donne le 2 milliards de gains sur du PIB, d'augmentation du PIB. On parle d'un PIB de 400 milliards. Et donc, 2 milliards sur 400, c'est un demi de 1%. À terme, ça va nous prendre quelques années avant d'arriver à ça. C'est un gain, somme toute, relativement modeste. On est quasiment à l'intérieur de l'erreur statistique dans la mesure du PIB. Les gains en termes d'emploi, 20 000 emplois sur 4,2 millions d'emplois, ça reste aussi relativement faible. Par contre, au Québec, il n'y a eu aucune création d'emplois en 2013-2014. Il y en a eu 110 000 dans le reste du Canada. On est à la traîne, là, mais on n'est pas à la traîne depuis 2 ans, on est à la traîne depuis 30 ans. Depuis 30 ans, moins de 17% des emplois à temps plein ont été créés au Québec. Les emplois créés au Canada ont été créés au Québec. Et donc, la sous-performance du Québec en création d'emplois, c'est un problème qui dépasse de loin les questions fiscales, si on veut. Il y a un problème d'organisation économique qui ne crée pas la richesse. Et ça a des implications sur la croissance de la population. Le Québec perd ses jeunes familles, perd ses jeunes travailleurs. Le Québec est en déficit systématique de ce côté-là. Et ce aussi depuis une trentaine d'années. Donc, et ça dépasse encore une fois les problèmes d'ordre fiscal. Les investissements des entreprises en équipement, ou les investissements non résidentiels, si on veut, dans ce qu'on appelle les investissements des entreprises comme part du PIB, le Québec est dans une situation quasi catastrophique de ce côté-là. Je regardais sur le site de l'ISQ, on est à un taux d'investissement, formation brute de capital fixe non résidentiel au Québec, d'à peu près 9% du PIB. Dans le reste du pays, c'est 14%. Donc, on est quasiment 50% inférieur au reste du Canada dans l'investissement qui conditionne les gains de productivité fondamentalement. Et donc, et ça court aussi depuis peut-être pas 30 ans, mais certainement au cours des 10 dernières années, le Québec a eu un déficit d'investissement, de formation brute de capital fixe non résidentiel qui est alarmant, si on veut. Et donc, mes commentaires sur le rapport, si on veut, à côté du fait que c'est à la fois un excellent rapport à l'intérieur du mandat qui a été donné, ma critique ici par rapport à votre mandat et au mandat de la commission Robillard aussi, c'est que le gouvernement vous a mis dans un carcan qui finalement vous empêche de vous attaquer au vrai problème qui est la sous-performance économique du Québec depuis 30 ans. Et là, le fait de vous demander de rester à l'intérieur d'un mandat relativement restreint, évidemment, ça empêche de regarder j'appellerais moi, les vrais problèmes du Québec. Quoi. Et dans ce sens-là, évidemment, bon, face à la performance décevante du Québec au cours des 3 dernières décennies, en termes de population, création d'emplois, croissance, investissement des entreprises, ce que vous obtenez, les bons résultats que vous obtenez, c'est vraiment une goutte d'eau pour solutionner des problèmes qui sont des fuites considérables. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point tout le débat qu'on va engager au Québec sur votre rapport, parce qu'il est bien reçu en général, là, va en fait nous détourner des vraies questions sur lesquelles on devrait discuter. Merci, M. Boyer. M. Godbout, est-ce que vous avez... Bien, moi, j'ai une proposition de réponse, mais je vais peut-être après solliciter mes collègues s'ils veulent compléter. Bon, évidemment, le faible impact sur le PIB, on l'avait vu, on a dit. Mais on l'a raisonné à l'envers, après avoir vécu une déception, on disait, c'est vrai que c'est pas tant que ça. On l'a raisonné à l'envers, puis on a dit, imaginons qu'on envoie le ministre des Finances à Davos, on lui dit, tu dois revenir avec 2 milliards de valeur ajoutée sur le PIB, 20 000 emplois, et pour ça, là, tu n'as pas le droit de dépenser un sou. S'il revient comme ça, on trouverait que finalement, l'effet est pas mal. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on n'a pas voulu jouer au gros bras et dire, voici l'effet pour être bien plus gros, mais
Jens Arnold a publié à l'OCDE, puis après ça, dans l'Economic Journal, le même papier qu'il avait d'abord fait à l'OCDE. On parle, avec une réforme de l'ampleur que nous faisons, d'un effet de 2,5 à 4,5 sur le PIB par habitant. Donc, mesuré différemment, avec un modèle qui mesure davantage la croissance que l'équilibre général, on pourrait avoir un effet entre 2,5 et 4,5 sur le PIB par habitant, ce qui là devient vraiment plus significatif. Mais on n'a pas voulu, on a voulu garder le modèle le plus bas et dire au moins pas se faire critiquer sur le fait qu'on fait de l'enflure sur la création. On pense que c'est plus significatif que ça. D'autant que d'autres mesures ne sont pas intégrées dans le modèle d'équilibre général, comme la prime aux travailleurs d'expérience que je parlais plus tôt. Ceci étant, effectivement, dans les discussions parlementaires, dans les consultations parlementaires qu'il y aura, les gens vont pouvoir discuter de dire, ben, s'il y avait moins de fiscalité, peut-être qu'il y aurait plus de croissance. Nous, on n'a pas voulu embarquer là-dedans en disant on ne livrera pas un rapport au ministre qui ne sera pas capable de mettre en œuvre pour des raisons budgétaires, mais les gens vont pouvoir effectivement ouvrir la discussion sur est-ce qu'on veut plus de fiscalité dans certains cas, puis est-ce qu'on veut moins de fiscalité dans d'autres. Est-ce que mes amis et collègues ont des choses à... C'est pas mal complet, je pense. C'est pas mal complet. Au moins, tout le monde s'entend sur les concepts. C'est un rapport unanime. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui? Oui, une grosse partie du problème de la croissance économique, la croissance d'emploi au Québec, c'est la démographie. Il y avait 145 000 naissances à la fin des années 50 à chaque année. Il y en a eu 75 000 à peu près dans le début des années 2000. Il n'y a pas grand-chose nécessairement qu'on peut faire avec ça, surtout avec la fiscalité. Mais une question, vous parliez de modèle puis d'estimation. Est-ce que vous avez fait une estimation de l'effet sur l'emploi des mesures incitatives aux travailleurs de 60 ans et plus de votre mesure? Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'emplois? On n'a pas l'effet, on n'a pas, non. La seule réponse simple, c'est que ça va être positif, mais on n'a pas l'estimation précise de ce côté-là. Mais c'est effectivement, pour des raisons démographiques, qu'on a mis ça. On regarde la cohorte des 15 à 64 ans, en nombre, il n'y a pas de croissance dans les 20-30 prochaines années. Si on veut que l'emploi augmente, il faut donc jouer sur des paramètres à l'intérieur de ça. C'est pour ça qu'on a ciblé de cette façon-là. Puis là, évidemment, ce crédit-là, on pourrait dire, mais c'est un crédit qui coûte cher. C'est un crédit. Mais on l'a reciblé, on a enlevé des mesures fiscales qui profitaient à certains groupes, on l'a réalloué vers ça pour avoir des gains d'efficacité à l'intérieur de l'impôt sur le revenu. Bonjour, j'aurais une question plus liée à la tarification. En fait, vous avez expliqué qu'on surexploite déjà la taxe à la consommation. Il y avait une étude en 2008 du groupe de travail sur la tarification des services publics qui expliquait qu'on sous-exploitait la tarification. Donc je voulais savoir s'il y avait eu un débat au sein de votre groupe sur une exploitation un peu plus soutenue de la tarification, par exemple, au lieu d'augmenter la taxe à la consommation. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi il n'y a pas eu... Pourquoi il n'y a pas des plus Je t'allais rapidement au début parce que le temps était quand même court, là. Puis le temps pour faire la réforme que nous proposons était aussi court. Quand on a commencé à travailler en juin, au départ, la date limite pour remettre le rapport au ministre, c'était le 31 décembre. On a demandé une extension qui nous a permis d'aller jusqu'au 6 février à l'intérieur du budget qui nous était alloué. Mais au départ, on jouait sur un plan de match pour finir le 31 décembre. Et rapidement, on a convenu qu'il fallait s'appuyer sur des études externes. Et donc, nous avons rapidement sollicité à une série de personnes des études sur l'impact de certaines mesures fiscales, sur l'incidence des impôts, etc. Donc, on avait une étude qui porte effectivement sur la tarification des services publics. Ça a alimenté notre réflexion. On a fait le choix de se limiter essentiellement sur deux types de tarifs au Québec, tarifs services de garde et électricité. On a renoncé à aller du côté de tarification de la santé, en se disant que la loi canadienne sur la santé est un véritable obstacle à cette tarification-là, puis on voulait, dans ce contexte-là, pas perdre du temps précieux en commission à proposer quelque chose qui ne serait pas mis en œuvre. Et de l'autre côté, tarification des frais de scolarité, on a convenu qu'il y avait eu un débat de fond là-dessus dans les dernières années. On n'a pas voulu réouvrir. Monsieur Bengala. D'abord, aussi félicitations là, pour le travail. Je pense que c'est un énorme travail. Effectivement, ça va être très, très utile pour bien des gens qui s'y perdent souvent la notion de fiscalité. Petite question, j'ai bien entendu dans le commentaire, il y a un choix qui peut être fait éventuellement
surtout par rapport à la remboursabilité. Bon, est-ce qu'on veut 11,9, on veut-tu 10 ou au-delà de la complexité accrue que peut peut-être représenter à la limite de ne pas passer à 10 puis rester à 11,9, sur le plan de l'effet économique, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été évalué, c'est significatif ou pas, là, au-delà d'avoir quelque chose qui est plus une simplification du système, puis un taux plus uniforme, puis un peu moins d'exemption par secteur ou par type de comportement? Bien, par exemple, sur l'étude, il y avait dans les études externes, il y avait une étude de Jean de Calgary, Jean-François Rouen et son équipe, qui parlait justement des distorsions fiscales, des mesures fiscales, des distorsions fiscales, et suggérait, un peu comme le suggérait le Fortin en 2008, un taux de 10% a plus d'effet sur la croissance et sur l'investissement que de maintenir en parallèle des taux plus élevés qu'un crédit d'impôt à l'investissement. Donc, les deux cas, ils parlaient de manière similaire de la même problématique, puis c'est vers ça c'est ça qu'on a proposé en plus. Puis la remboursabilité pour dans le fond, la notion de non remboursable, vous l'associez aussi à des... Oui, on l'associe à ça parce que c'est ça qui permet de réduire le taux d'imposition. Dans le contexte québécois, c'est ça qui permet de réduire le taux d'imposition générale des sociétés. Je pense que le taux de 10 envoie un signal à l'international des entreprises. Tu ajoutes le 10 du Québec au 15 du fédéral, puis tu as un taux de 25 Donc, pour les profits au Québec, c'est un taux qui est tout à fait comparable. Puis on pense que ça peut mobiliser l'investissement international pour se localiser au Québec. Davantage que la mise en place de crédits spécifiques, qui fonctionnent, les crédits spécifiques, mais c'est comme un piège à homard, un peu, les crédits spécifiques. Quand ça marche, après ça, on va dire, si vous me l'enlevez, je m'en vais. Et c'est ça le défi. J'avais une question ici et ensuite à ma droite. Oui, merci M. Godbout, monsieur membre de la Commission. Pour ce qui est de la hausse de la TVQ, est-ce que vous entrevoyez ou est-ce que vous avez incorporé dans votre modèle une potentielle baisse des ventes au détail? Dans l'intérieur du modèle d'équilibre général, tout ça a été pris en compte. Il y a beaucoup de questions autour de ça, puis nous, on a des réponses, mais des fois, ce n'est pas toujours des réponses quantifiées, là, mais l'effet sur le commerce de détail, c'est comme si on regarde juste la hausse de la TVQ, mais d'un autre côté, on augmente le revenu disponible des ménages. Avec un revenu disponible des ménages, les gens ont plus d'argent pour consommer. Les gens ont plus d'argent aussi pour payer leurs dettes ou épargner. Donc, au final, ça se peut qu'il y ait une consommation accrue, même si la taxe est majorée. Mais ça se peut que les gens décident d'épargner davantage parce que le prix de la consommation va avoir été modifié. Même chose du côté aussi, on dirait que les taxes à la consommation sont majorées. Est-ce que ça n'aura pas d'effet sur le travail au noir? C'est loin d'être clair, là, parce que l'impôt sur le revenu étant baissé, la première personne qui décide de faire du travail au noir, c'est quelqu'un qui veut d'abord pas payer de l'impôt sur le revenu. Donc, au net, il y a plus de travail au noir en termes de perte de recettes du côté de l'impôt sur le revenu, du côté des taxes de vente. Puis on se dit toujours que tôt ou tard, les gens finissent par consommer. Même si tout le monde vit dans le travail au noir, tu finis par aller au 10-30, puis tu finis par tout dépenser. Ça ne peut pas tout être caché de l'impôt. À ma droite. Bonjour, Francis Ambulois de Montréal International. J'aimerais renchérir sur la question de Daniel Denis sur la non-remboursabilité ou la remboursabilité des crédits d'impôt. Est-ce qu'il y a des analyses qui ont été faites sur les impacts négatifs que ça pouvait avoir, notamment sur, par exemple, dans les domaines du jeu vidéo? Dans votre rapport, vous avez reconnu le fait que c'est un domaine où est-ce que des entreprises sont en compétition, il y a un phénomène d'attraction qui est très grand. La majorité des grandes entreprises de jeux vidéo qui sont présentes à Montréal ne vendent pas nécessairement une quantité de jeux vidéo importante à Montréal, donc ne payent pas d'impôts. Donc pour eux, c'est l'équivalent d'abolir, on peut dire, 80% du crédit d'impôt, parce que la part d'impôt qui est payée par l'entreprise est minime, tandis que c'est des emplois... On élargit l'assiette quand même, on l'élargit ils vont pouvoir éponger leur taxe sur la masse salariale également. Oui, mais qui représente 4% environ, Ouais. Donc, ça devient un crédit d'impôt de 4%. C'est... Plus leur profit. Ils ont des années pour trouver une façon d'importer des profits ici, ce qui est un beau problème à notre avis. Ce crédit d'impôt-là fonctionne, mais il y a de la surchauffe aussi. Là. Il y a des entreprises qui sont venues nous voir
Si mon voisin n'avait pas de crédit d'impôt, j'en voudrais pas de crédit d'impôt. Mais là, mon voisin a un crédit d'impôt, donnez-moi en d'un, moi aussi, parce que je veux embaucher un technicien. La juste valeur marchande de ce technicien-là, c'est 60 000. Mais il y a tellement de concurrence en ce moment pour l'avoir qu'il est payé 80 000. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est s'asseoir avec les juridictions en compétition, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de surenchère. Ouais. Mais dans la mesure où ce sont, si on parle juste des entreprises étrangères, qui est un peu plus qu'est-ce que je connais, que des grandes entreprises, ça représente 20 du PIB. On dit souvent que les PME, c'est le poumon des économies. 20 du PIB, puis aucune contribution à l'impôt sur le revenu. Mais il faut prendre en compte que c'est des emplois qui sont notamment plus payés, et puis les travailleurs contribuent à l'impôt. S'ils ne font pas de vente ici, c'est normal qu'ils ne payent pas d'impôt, c'est dans la façon que le système a été fait. Mais ma question, c'est si les grandes entreprises sont le moteur de l'économie en certains points, est-ce qu'on n'a pas peur que ça fasse reculer certaines entreprises? Oui, dans le meilleur des mondes, on aimerait ça qu'ils restent, qu'ils payent plus d'impôts, mais est-ce que ça a été évalué, la possibilité que certaines entreprises pourraient décider d'aller s'installer ailleurs? Nous, oui, mais nous, au global, ce qu'on vous dit, c'est que si les grandes entreprises sont le moteur de l'économie, ce n'est pas des entreprises particulières qui profitent d'intérêts particuliers, c'est l'ensemble des grandes entreprises au Québec, sur l'ensemble du territoire, qui vont bénéficier d'un taux de 10 au lieu d'un taux de 12. C'est ça qui, en limite, qui nous a motivés en disant que ça va avoir plus d'effet. Cela dit, nous, s'il y a un débat de société au Québec, puis qu'on arrive en commission parlementaire, puis que les gens ils disent on préfère continuer de payer 12 % sur l'impôt sur les profits puis de donner des intérêts particuliers à certaines entreprises, la règle, ça va être fini, il n'y aura pas de réforme, il n'y a pas de souci, ça va se terminer comme ça. Par contre, il n'y aura plus un groupe patronal qui va se présenter devant le ministre des Finances et dire je veux des baisses d'impôts, parce que la discussion va avoir été faite, je paye plus d'impôts pour en donner à certains. Si la discussion se termine comme ça, tant mieux. En audience publique, il y a des gens qui nous ont dit, dans certains secteurs de cette nature-là, qui nous ont dit nous, on n'a aucun problème à ce que l'impôt sur les profits au Québec, on le fasse augmenter pour toutes les compagnies, en autant que vous nous donnez plus de crédit d'impôt. Si c'est ça le débat, puis si ça se termine ainsi, il va falloir que tout le monde assume à la fin que les impôts, de manière générale, vont être plus élevés pour les sociétés, pour donner des mesures fiscales particulières à certains. Oui, on est capable. Dans un contexte aussi nord-américain, que le Québec est peut-être quatrième au niveau du Canada, mais il est quatrième sur les 60 États nord-américains aussi. Oui, oui. Au niveau du taux d'imposition. Mais c'est ça, mais ça s'appelle. C'est des choix de société. C'est des choix de société. Nous, on ne sera pas mal avec ça, en autant que ça reste un tout cohérent à la fin. Merci beaucoup. C'est bon? Merci, M. Godbout. Audrey? Oui, alors, merci à toute l'équipe de la Commission pour ce rapport qui est effectivement un travail monumental. Mais je vais renchérir sur ce qui a déjà été dit sur l'impact économique et sur cette logique économique à la fiscalité. La fiscalité, pour nous, c'est évidemment la colonne vertébrale de la politique économique. Alors, dans le mandat qui était le vôtre, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais effectivement, de notre point de vue, il manque une dynamique, une logique économique dans l'ensemble des propositions que vous faites. Et notamment au niveau de l'investissement. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Luc, parce qu'on ne peut pas juste faire un arbitrage entre la baisse des revenus et moins de crédit d'impôt. C'est pas juste comme ça que ça fonctionne. On veut moins d'impôts sur les revenus parce qu'il y a un enjeu de compétitivité fiscale et un signal à envoyer par rapport à la volonté de générer du profit et donc de la croissance. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'investissement, soit dit en passant. Donc, en ce sens-là, on va dans le même sens. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, ça prend des incitatifs à l'investissement pour qu'il y ait véritablement un levier. Alors, dans un monde idéal, ça prend les deux, mais tu sais, oui, non, mais c'est pour ça que ça demande de faire les deux. Ce qu'a dit M. Boyer, effectivement, ça vous avez été enfermé dans un mandat, vous n'avez pas pu insérer une véritable dynamique économique dans cette nouvelle politique fiscale ou cette réforme. On ne partage pas nécessairement, on n'était pas enfermé dans un mandat, on a eu toute la latitude qu'on voulait dans ce mandat-là. C'est nous qui avons mis la balise en disant on n'arrivera pas, c'est pas vrai qu'on va arriver avec une réforme de fiscalité au ministre des Finances avec moins de recettes fiscales dans un contexte où il peine à équilibrer son budget. Par la suite, s'il y a un parti politique qui se fait élire et dit nous, on veut moins de fiscalité ou plus de fiscalité, il y aura plus de fiscalité. C'est ça, le serpent dont je parle, c'est l'idée du coup nul, c'est correct. Mais de toute manière, on ne fera pas un assainissement des finances publiques du Québec sans véritable levier de croissance économique.
Et là, quant à nous, ça passe évidemment par l'investissement. On va pouvoir refaire le débat probablement à l'occasion, mais juste une mesure pour laquelle j'aimerais peut-être avoir une explication un peu. Vraisemblablement, l'amortissement accéléré, qui est une mesure qui fonctionne en termes d'investissement, tu la retiens pas parmi les mesures pour l'avenir, alors que aujourd'hui, les équipements, c'est quelque chose qui doit être changé de manière perpétuelle. Ce n'est pas juste un plan d'investissement, puis on les change une fois tous les 15 ans. Et c'est une mesure qui marche parmi les manufacturiers en tout cas. Donc je voudrais juste comprendre, et en plus de ça, elle est assez généralisée, elle s'applique à tout le monde, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas trop de biais, je crois. Je voudrais juste comprendre pourquoi tu proposes de l'abolir. Mais c'est parce que c'est pas qu'on propose de l'abolir, c'est que l'amortissement accéléré, il y a toujours une date de fin. La date de fin arrive et est souvent prolongée. Donc nous, on n'a pas fait un gros statement, si vous me permettez l'anglicisme, sur l'amortissement accéléré. C'est plus sur le crédit d'impôt à l'investissement qu'on fonce, puis qu'on dit, entre donner un crédit d'impôt à l'investissement de manière spécifique versus une baisse généralisée, notre choix a été la baisse d'imposition généralisée. C'est plus ça que le crédit d'impôt à l'investissement de manière particulière. Il y avait un membre de la commission qui voulait s'exprimer, ensuite Sébastien. Oui, alors, les problèmes que M. Boyer a soulevés sont des problèmes importants. Ce pas des problèmes qui datent d'hier. Et il faut quelque part essayer de voir où on va avoir l'approche la plus efficace. Et il y a au moins 2 personnes ici qui ont semblé penser que si jamais on affectait les signaux de prix en disant nos salaires sont bas à travers des crédits d'impôt, il y aurait plus de gens qui viendraient ici. Oui, il y a des gens qui viennent ici uniquement parce qu'on leur donne de l'argent, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'argent du gouvernement du Québec sort à pleine porte pour qu'il y ait des gens qui viennent ici faire travailler des gens comme ils font travailler des gens en Chine. C'est ça que ça veut dire. Alors, quand on dit qu'on veut augmenter le niveau de vie et qu'on est préoccupé par la croissance économique, c'est pas en prenant l'argent de l'ensemble de la population du Québec et en le donnant à des multinationales qui viennent ici pour avoir des salaires qui sont 30% inférieurs qu'on va réussir effectivement à avoir un niveau de vie qui va être supérieur. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des effets d'éviction importants. Quand on donne beaucoup d'argent à des sociétés pour qu'ils viennent ici s'établir et engager, par exemple, des informaticiens, il faut savoir que ces informaticiens-là, s'il y a suffisamment d'entreprises qui viennent ici, on crée une rareté dans le marché. Et cette rareté dans le marché tue absolument toute innovation puis tout entrepreneurship qu'on pourrait avoir, nous, ici au Québec, pour faire des logiciels. Alors, au lieu que ce soit des entrepreneurs québécois qui prennent une part de marché dans le domaine de l'informatique, c'est une multinationale étrangère qui vient engager des gens du Québec et qui, là, crée des raretés, puis qui fait augmenter les prix, puis ainsi de suite, puis c'est plus possible de trouver des informaticiens, puis il n'y a plus un informaticien qui a intérêt à partir d'une entreprise au Québec parce qu'ils sont tous engagés, puis ils travaillent tous 60 heures par semaine. Alors, quand on veut modifier les signaux de prix, il faut être conscient de la concurrence internationale, il faut être conscient qu'il y a d'autres crédits d'impôt qui sont offerts ailleurs. Et ça, en ce qui me concerne, c'est plus un problème qu'une solution. Et la véritable solution, ce serait d'encadrer la concurrence fiscale. En tant qu'économiste, évidemment, il y a cause, il y a toute une série d'auteurs qui semblent penser que la concurrence fiscale est bonne, puis dans une certaine mesure, elle est bonne. Et il ne s'agit pas d'éliminer la concurrence fiscale entre les États. Il s'agit de l'encadrer puis de décider en quoi on va faire concurrence. Est-ce qu'on va faire en concurrence au niveau des taux d'impôt? Et ça, je pense que c'est légitime. Et notre commission a proposé une baisse des taux d'impôt de 11,9 à 10. Et je pense que c'était nécessaire et que c'était utile pour effectivement intéresser des entreprises étrangères. Mais est-ce qu'on veut vraiment s'afficher au monde entier en disant « Venez au Québec, on va vous payer 30% de vos salaires ». C'est-tu vraiment ça qu'on veut faire? Est-ce que les signaux de prix sont respectés quand on fait ça? Est-ce que tout ce qu'on sait en tant qu'économiste a du sens par rapport à ça? Je ne pense pas. Puis je pense que c'est la position que la Commission a tenue en essayant de se rapprocher un peu des meilleurs signaux de prix. Et là, il faut bien voir que dans le rapport, il y a un ajustement très raisonnable qui est fait.
est-ce qu'on peut penser qu'il y a des entreprises qui vont fermer leurs portes à cause de la baisse des crédits d'impôt? Peut-être. Est-ce que dans le monde du cinéma, il y a des Warner Brothers de ce monde qui viendront plus à Montréal? Peut-être dans une certaine mesure, mais quelque part, en tant qu'économiste, il faut qu'on essaie de voir l'allocation des ressources, la meilleure allocation des ressources en fonction de nos avantages comparatifs. Et c'est là que ça devrait jouer. Et comme le dit souvent Luc, il ne l'a pas dit cette fois-ci, on s'attend quelque part que lorsqu'on crée une industrie, on va créer des avantages relatifs, puis qu'un jour, cette industrie-là va arriver à maturité et qu'on n'aura plus besoin de donner des avantages. Parce que quand on donne des avantages continuellement, sur une base continue, bien finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue le revenu par individu, le produit intérieur brut par habitant. Puis ce qu'on fait, c'est simplement qu'on paye les salaires de ceux qui viennent ici pour exploiter des entreprises. Alors oui, on le fait de façon progressive, on donne des signaux, on essaie de se rapprocher, on propose une collaboration avec les autres États. Toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui fonctionnent à petits pas. Et c'est entendu que les problèmes que M. Boyer a soulevés sont marquants, sont là depuis 30 ans. Et nous autres, les petits changements qu'on peut faire sont à la marge. Et il faut voir que l'effort vient d'une façon beaucoup plus globale, de repenser probablement l'administration publique. Il y a une autre commission qui est très importante à côté de la nôtre. Puis cette commission-là a un travail à faire. Mais nous, c'était peut-être plus au plan de l'efficacité qu'on a vu notre rôle. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le percevoir aussi, en plus du travail pédagogique qu'il y a à faire. Parce qu'il y a tellement de monde au Québec qui ont peu d'informations sur la fiscalité qu'il faut vraiment faire un effort pédagogique aussi. On s'appuyait sur 9 principes pour faire notre réforme. Il y avait le principe d'une plus grande neutralité, il y avait le principe de simplicité. Quand on regarde à côté de notre petit oiseau, là, il y en a 3 qu'on a choisi d'inscrire. On aurait pu en inscrire 9. On a mis compétitivité, donc on rejoint à ce plan-là certains égards, l'efficacité et l'équité. C'est ce qui, parmi les 9 principes, ceux qui nous ont le plus motivés dans l'ensemble, dans chacune de nos gestes, dans chacune de nos propositions, c'est ceux-là. Je pense qu'il reste une question, Sébastien, peut-être? Sébastien. Oui, pour ma question porte, en fait, c'est la question d'un client institutionnel qui gère, ou un retail qui gère des portefeuilles. Elle concerne le REA 2. C'est utilisé. J'ai vu dans une boîte de votre rapport que vous proposez l'abolition. Au-delà des principes, est-ce que vous êtes en mesure de donner plus de couleurs à savoir qu'est-ce que déterminer ou amener la conclusion de ne pas poursuivre avec le REA 2? Un mot sur le REA 1. Je pense que ça a marché au début des années 80. Les Québécois se sont mis à plus s'épargner, se sont mis à aller à la bourse. Par la suite, on l'a resserré, on l'a réduit, on l'a changé de nom. Ça s'est appelé Accro Québec, PME Accro. Puis là, on est revenu, on a dit finalement, les gens se souviennent juste de REA, fait qu'on a remis REA 2. La beauté de la chose, c'est que depuis le 31 décembre dernier, il n'y a plus de REA 2 au Québec. Il est déjà mort. Il n'y a personne qui en a parlé. Là, nous, dans notre rapport, on a juste dit, rebranchez pas le respirateur artificiel, il est déjà décédé. C'est simplement ça. On a fait l'analyse, puis il n'y en a plus. Il y a pas. Peut-être que les entreprises québécoises ont moins besoin, les PME, d'aller à la bourse, considérant tout ce qui existe, fonds de la FTQ. Il y en a du capital de risque au Québec, donc peut-être que ce n'est pas une raison linguistique, mais peut-être que c'est simplement par la présence de capital de risque au Québec qui fait que les gens ont moins, les petites, ont moins besoin d'aller à la bourse. Et donc, il n'y avait plus d'attrait pour ce régime. Merci. 2 derniers commentaires, Mia et ensuite Jocelyn, et ensuite on va conclure. Merci beaucoup pour le rapport et pour votre contribution. Je pense que vous avez réussi à débuter un débat public, ce qui est tout un exploit. J'ai une question un peu plus spécifique sur la réforme de la fiscalité des particuliers qui est à coût nul, mais qui semble faire que des gagnants. Qui paye pour qui ou comment? On ne voit pas vraiment. J'ai essayé de chercher un peu qui payait pour les 30 à 100 000, puis je ne l'ai comme pas vu. Fait que je me demandais si tu peux nous éclairer là-dessus. C'est sûr qu'il semble y avoir un paradoxe quand on dit que c'est une réforme à coût nul, et non, elle ne fait pas que des gagnants. Évidemment, quand on présente les tableaux, ce que je disais tantôt, il y a à peu près tous les changements dans la fiscalité là-dedans.
mais il n'y a pas la taxe sur le tabac, il n'y a pas la taxe sur l'essence, il n'y a pas la taxe sur la bière. Donc, de facto, si je fume, j'ai un gros truck, je bois de la bière, je ne peux pas vous garantir que vous êtes à coup nul dans cette situation-là individuelle, parce que c'est pas nul individuellement, c'est nul pour l'ensemble de la société. Le petit 2 milliards de poussière qui se rajoute sur le PIB, il crée 600 millions de revenus disponibles dans l'économie. Donc ça aide aussi à ce que tout le monde ait une part du gâteau. Donc essentiellement, c'est ça. Dans les resserrements aux mesures fiscales, pour être capable de faire des baisses d'impôts, il y a 25% des mesures de la baisse d'impôts qui se financent par ça. Donc, il y a des crédits d'impôts. Crédit d'impôt pour le marin québécois. Je n'ai pas le chiffre, je ne sais pas si Yves se souvient, à peu près 200-300, même pas. Parce que nous, on a eu la chance, dans notre rapport, c'est publié, on a les coûts des crédits d'impôt puis le nombre de bénéficiaires. Mais le marin québécois est exempté d'impôt. Ils sont mettons, moins de 200. Il arrive à la maison, puis son voisin, c'est un plombier, puis le plombier est imposable, puis le marin ne l'est pas. Est-ce que c'est vraiment avec un congé d'impôt sur le marin québécois qu'on va faire du développement maritime? Donc, le crédit est enlevé. C'est pas avec ça que tu finances la réforme, mais c'est tous des gestes comme ça, de mesures. Et effectivement, dans ces situations précises-là, tu es moins gagnant au global. Ça ne veut pas dire que tu es ostracisé par la réforme, ça veut juste dire que tu perds certains privilèges. Une partie de la réponse passe de cette façon-là. Carole? Il ne faut pas se cacher non plus. Il y a le soutien aux familles qui a été déplacé. Il y a des sommes qui ont été déplacées. C'est à peu près à coup nul. C'est à peu près, je pense, moins de... à peu près 5 millions. Mais donc, effectivement, il y a des familles avec enfants qui ont des revenus élevés qui n'auront plus la portion universelle du soutien aux familles. Donc, c'est sûr qu'il y a des perdants à ce niveau-là aussi, dans le financement des services de garde aussi. Donc, effectivement, il y a ceux qui surconsomment les mauvaises choses et l'électricité aussi. Donc, mais effectivement, c'est des choix qu'on a fait effectivement qui pourront affecter les familles avec enfants à revenus élevés, mais comme Luc le montrait, c'est au-delà de 170 000 de revenu familial que le soutien aux enfants est perdu. C'est le choix qu'on a fait. Merci. Je donne le dernier mot à Jocelyne. En fait, ce n'est pas une question. Merci beaucoup, M. le Président, membre du comité. Je crois fondamentalement, d'aucuns diront effectivement qu'à la marge, c'est très peu les mouvements qu'on a. Je suis entièrement d'accord avec vous tous. Mais je crois que fondamentalement, c'est un changement dans la culture fiscale qui est important et qu'à long terme, on va augmenter beaucoup l'efficacité et l'efficience de notre système. Alors, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot? Jocelyne, bien conclu. C'est les meilleurs mots qu'on ne pouvait pas avoir pour la réforme. Merci. Ta conclusion, Christine. Merci, merci, membre de la commission. Merci, M. Godbout, au nom de l'Association des économistes québécois. Merci d'avoir été avec nous. Et je sais qu'on vous a catché vite entre le dépôt de la commission, de votre rapport et le budget. On est très heureux de vous avoir. Vous tous, merci d'avoir été avec nous. J'aimerais, avant de terminer, vous inviter à notre congrès annuel qui se tiendra le 20, 21, 22 mai à Montréal. C'est un congrès ouvert à tous, donc vous n'avez pas à être économiste. Il sera intitulé « Économie et finances, y a-t-il une rupture ?» Donc on parle de finances. On a des gens de l'Université de Chicago, Bank of International Settlements. Nous avons BASIF, la Caisse de dépôt Teachers, PSP. Claude Séguin vient nous parler du financement des entreprises, de la gestion de portefeuille. Bref, on a une belle batterie d'activités pour vous. Également, cette année, nous rendons un hommage particulier à M. Marcel Côté. Cet hommage sera animé par M. Michel Leblanc, la ministre Kathleen Veil, Michael Celia, Claude Séguin et Éric Fournier. Alors, j'espère qu'on vous verra en grand nombre. Merci encore à la Banque nationale pour nous avoir fourni les locaux, un emplacement parfait. Et finalement, membre de la commission, si vous voulez rester 2 minutes avec nous, on va prendre une photo officielle pour conclure. Merci à tous, bonne journée.